Merci, beaucoup de nous rejoindre dans cet endroit, un peu particulier, et sur une table ronde, intitulée de manière un peu provocatrice: «Qui veut encore du bureau?» Moi, j'avais plein d'autres titres: «Qui veut la peau du bureau?» On m'a dit: «C'est impossible à sponsoriser», «Qui veut?» Enfin bref, et j'ai eu un message, de soutien de mon managing director Europe qui m'a dit: «Avec un titre pareil, on peut boire un j'espère qu'il y a l'alcool qui est servi juste après», où j'ai dit qu'on ne pourrait pas démarrer au champagne dès le matin. Bref, on va parler un tout petit peu de ce sujet, et pour en parler, je reçois, Anne-Marie Aurière, directrice Asset Management et Services de Swiss Life Asset, Manager, Elsa Marco, directrice Asset Management, d'ICAD, Sean Nelson, CEO de Keys, qui nous reçoit, ce matin, et Thomas Péridier, directeur de la promotion tertiaire France au Crédit Agricole Immobilier. Sean, juste un tout petit mot de présentation sur, cette pièce, ce lieu, puisque c'est vous qui nous accueillez. Racontez-nous un tout petit peu ça, puis on reviendra peut-être un peu Oui, plus tard sur Keys. donc on est au Keys, Bachaumont, c'est notre, dernier espace, espace événementiel, 18e espace, Keys, qui a une vocation donc, essentiellement à de la réunion, des événements d'entreprise et beaucoup d'événements, presse puisqu'on est dans un quartier, avec beaucoup d'effervescence. Super. Dites-moi comment ça marche ça? Est-ce que vous savez? C'est plugué? Ben ça plug pas. Sur quel bouton on appuie? On appuie, on vise l'ordinateur. Sinon, je prends l'ordinateur, vous me dites, hein? Bon, pour le coup, on n'avait pas répété, donc c'est pas très grave, hein, c'est normal qu'on se plante. Bah non. Sinon, je renvoie tout le monde sur un café, tu me dis? Ou sinon, on commence déjà à prendre de l'alcool? Ah là 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 là, ça y est, allez, on va commencer. Mets-nous le premier tableau, s'il te plaît. Juste le premier slide, parce que je vous fais quelques slides et ensuite, je vous promets, on discute. Et je ne vais pas passer trop de temps sur ces slides. L'idée, c'est qu'on est parti du baromètre de la demande exprimée à partir de la marketplace bureaux locaux, aujourd'hui, qui deviendra LoopNet demain. Me demandez pas quand, mais ça deviendra LoopNet bientôt. En fait, donc on a, comme toute marketplace, on reçoit des demandes des entreprises qui viennent se connecter pour rechercher des bureaux. Sur bureaux locaux, c'est 124 000 demandes, 22% sur du bureau. Parce que vous avez bien compris que dans bureaux locaux, il y a aussi locaux, et donc on a du commerce et des locaux d'activité. C'est intéressant sur cette offre, c'est que l'offre, c'est 40% de bureaux. La demande, 22, l'offre, 40%. Et là, on a essayé de regarder sur un an un peu ce que ça donnait. Et cette courbe va pas tout à fait dans le bon sens, ce qui montre une certaine fragilité, ou une certaine difficulté sur la demande exprimée en matière de bureaux. Quand on zoome un peu sur l'Île-de-France, s'il te plaît, c'est le prochain. On a regardé par département. L'Île-de-France, en fait, ça concentre les deux tiers de la demande des entreprises sur la marketplace bureaux locaux. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mis des slides sur les régions, désolé. Et quand on regarde département par département, bah là, on vous a mis tout ce qui est hors Paris. Et vous voyez bien que les Hauts-de-Seine, ça représente 10 à 15% de la demande, mais une demande qu'on n'a pas tout à fait retrouvé les niveaux de fin 2023, début 2024. C'est peut-être pour ça qu'on a démarré juste au mois de mai. Quand on regarde Paris, c'est le slide suivant, s'il te plaît. Euh, évidemment 60% de la demande francilienne se focalise sur Paris. Donc, s'il fallait encore douter du flight to centrality, mais on va en parler de tout ça, on en a encore une preuve. Et si on regarde sur un an glissant, c'est une augmentation de 13% de la demande exprimée sur Paris. Dernier slide, et après j'arrête de vous embêter, c'est l'évolution de la demande uniquement locative. Là, quand on était sur la demande, on était aussi bien à l'acquisition qu'à la location, même si la location est quand même prédominante. Et ben, voyez bien le poids du QCA, du quartier central des affaires, par rapport aux autres quartiers dans Paris. On a encore une preuve du flight to centrality. Je ne vous ai pas mis les chiffres sur les demandes placées, parce que ça, c'est les brokers qui pourraient mieux en parler. Ils sont nombreux ce matin, mais si on a vu les statistiques d'Imostat qui sont parues, je crois que c'était la semaine dernière, de mémoire, sur un T2 qui est un petit peu décevant, 337 000
mètres carrés placés, c'est 21% de moins. Et si on regarde sur les 12 mois glissants, on est à 1,7 million de mètres carrés. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux inférieurs à 2009 et à 2013, qui étaient jusqu'à présent les points bas en termes de demande placée de bureaux. J'ai retenu aussi sur les délais d'écoulement qui sont passés de 39 mois à 42 mois, et sur une offre qui a gagné 20% pour atteindre quasiment les 6 millions de mètres carrés en Île-de-France. On va parler un peu de tous ces sujets. Je vais vous donner toutes les mauvaises nouvelles, mais on va essayer de voir maintenant les bonnes nouvelles, car n'oubliez pas, il faut répondre à cette question: qui veut encore du bureau? Un mot quand même d'abord de commentaires généralisés de nos intervenants sur tous ces chiffres que je viens de vous donner. Quelle est, vous, un petit peu votre vision, peut-être déjà en tant qu'investisseur et asset manager, sur cette dynamique de la demande de bureaux? Elsa? Bonjour. Alors moi, vous verrez que je suis, une grande optimiste, dans l'âme. Donc je trouve que cette période, si on doit en tirer quelque chose, de positif, c'est que ça nous amène aussi à mieux travailler. Un moment, ces années précédentes où, la demande de bureaux était, très importante, récurrente, où on était un peu sur une rente, régulière, on a parfois un peu oublié que quand on faisait du bureau, on logeait des êtres humains et on répondait aux problèmes des entreprises. Et aujourd'hui où tout est plus dur, j'ai le sentiment qu'en tout cas, ça nous remet bien ça au centre de nos réflexions et ça nous permet de mieux travailler. Constat partagé chez Swiss Life ou pas? Anne-Marie? Oui, absolument. Toutes ces périodes, dites un peu plus difficiles, toutes les périodes de crise, hein, des cycles de l'immobilier, voilà, ça permet effectivement d'être, c'est le rôle de l'asset manager, hein, parce que nous aussi, on est société de gestion et asset manager et là, le rôle de l'asset manager est assez crucial puisque c'est lui qui est à la source de la création de valeur sur les actifs et de savoir justement, sur ces actifs de bureau, ce qu'il convient de faire, de les restructurer, de les rénover, les transformer ou autres et donc il faut être, agile, créatif et voilà, ça nécessite, d'être vraiment au plus près des utilisateurs, de bien comprendre leurs demandes et leurs besoins et voilà, c'est une période où on apprend, beaucoup, beaucoup, effectivement, comme toute période de crise, en fait. Et juste une question de béotien, il y a un avant après Covid, c'est ça la fracture? Ou il y avait déjà, structurellement des changements qui arrivaient sur, Non, non, la manière de consommer le avant bureau? le covid, comme tu l'as dit, tout était un peu facile, voilà, on louait, on relouait toujours plus cher, la demande, il y en avait, suffisamment, donc c'était assez facile. Depuis le covid, effectivement, de toute façon, c'est la mutation profonde de la société, hein, avec les changements de mode de vie, que ce soit du travail ou du logement, hein, parce que, il y a une grosse mutation aussi, sur le logement et sur le mode, d'habiter. Donc, effectivement, gros changement avec, l'intervention du télétravail dans les entreprises. Thomas, votre avis sur, Oui, votre vision du bonjour. marché? Effectivement, je pense que on est dans un marché qui est en train peut-être de se stabiliser. C'est-à-dire qu'on est en train de faire le deuil d'un certain marché et on a des signaux faibles qui nous indiquent qu'on est peut-être en début d'une reprise, d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de développer et gérer ces immeubles de bureaux. En fait, ce que l'on constate, c'est que maintenant, on commence à y voir clair sur le télétravail qui se stabilise à 2 jours par semaine et qui va même peut-être encore descendre à une journée. On y voit un peu plus clair sur le nombre de mètres carrés qui ont été restitués par les grands utilisateurs. On est plutôt autour de 20%, là où avant, on s'interrogeait sur combien de mètres carrés allaient être restitués. Donc ça, c'est des nouveaux paramètres qui nous permettent d'envisager un peu différemment les nouveaux projets, leur taille et les attentes des utilisateurs. Donc quelque part, on a vécu ces dernières années des bouleversements assez profonds. On ne savait pas trop dans quel sens ça avançait. Là, on commence à ressentir et à voir vers quoi on se dirige. John, votre vision, vous qui arrivez, un peu, nouveau sur ce secteur, est-ce que c'est le bon moment? Moi, je fais aussi partie des grands optimistes. Je pense que ça a un grand retour, je vais parler de la croyance de bureau, dans le sens où, effectivement, on a le télétravail, qui est de moins en moins important. On bascule à 1 à 2 jours, donc on revient de plus en plus au bureau.
Et il y a cette volonté en fait de transformer le bureau non plus en lieu de production, mais en lieu d'adhésion. Ce qui fait qu'on a un enjeu qui va être de plus en plus fort finalement sur ce qu'on va apporter dans le bureau en termes d'expérience. Il y a donc voilà, des enjeux qui sont plus importants par rapport à ça. Et j'aurais qu'on revienne un tout petit peu sur la localisation. On n'a pas arrêté, ça fait 25 ans qu'on dit l'immobilier, c'est location, location, location. On a quand même un marché qui s'est fracturé entre Paris et j'ai l'impression le reste du monde. J'étais hier à Saint-Ouen, au siège d'un promoteur de taille nationale. Franchement, j'étais de l'autre côté du périphérique. J'ai pas eu l'impression que j'étais en terra incognita. Je crois que c'est desservi par une ligne de métro climatisée et automatisée. Pas eu l'impression non plus que c'était la grande aventure. Comment on explique cette dichotomie entre tout ce qui est dans Paris, grosso modo, trouve preneur, tout ce qui est en dehors de Paris est à jeter? Vous faites ce même constat ou pas? Où vous êtes, Elsa? Non, tout ce qui est pas à Paris n'est pas à jeter, mais quand on parle de centralité, pour moi, c'est 2 aspects, qui se conjuguent. C'est à la fois effectivement un accès facile au transport, parce que si on veut encourager les collaborateurs à revenir au bureau, il faut que ça soit facile pour eux d'y aller. Mais au-delà du pôle de transport, c'est aussi, pour moi, la vie de quartier, la vie quotidienne, autour du bureau, que les gens veulent retrouver et ça fait partie des raisons pour lesquelles Paris a eu beaucoup de succès. Mais néanmoins, on voit que La Défense, par exemple, performe plutôt pas mal en ce moment, parce qu'on a cette connexion transport, on a ces services, ces commerces, ces restos avec un écart de prix qui est, considérable, pardon, par rapport, à Paris. Et donc la demande à La Défense, elle est, importante en ce moment. On en voit passer, pas mal, on en traite un nombre important. Et d'ailleurs, nous, on en C'est fait quoi les le bénéfice? C'est parce que c'est beaucoup moins cher aussi? On a beaucoup moins cher. réajusté les prix? Ouais, ouais, ouais. Enfin, l'écart par rapport à Paris, je pense, n'a jamais été aussi, aussi important. Et nous, on en fait l'expérience aussi dans un autre territoire. Je vous raconte parce que ça l'illustre bien. Donc, chez Icade, on a la particularité d'avoir des parcs, d'affaires et notamment au sud de Paris, le parc, Rungis-Orly. Donc là, on peut, je pense, pas dire de façon spontanée qu'on est sur la centralité de l'Île-de-France, mais néanmoins, on est connecté, avec la ligne 14 qui nous amène à Paris, en moins d'une demi-heure et le bénéfice de gérer un parc à grande échelle comme ça, c'est qu'on a pu recréer tous les bénéfices de la centralité, du centre-ville. Avec des restos, avec des commerces, avec une supérette, avec des services de santé et cetera pour les occupants et ça a séduit, des entreprises, ça attire de grandes entreprises qui trouvent du coup ces bénéfices-là à un coût, très abordable. Anne-Marie, votre avis, peut-être avec la casquette plus utilisateur, parce que je crois que la compagnie, Swiss Life s'est installée, notamment à La Défense, à un nouveau siège. Oui, donc Swiss Life a quitté ses locaux de Levallois-Perret qui n'étaient pas hyper bien desservis et vient d'emménager dans la tour que nous appelons le Bellini, sur les quais de Seine à Puteaux, un immeuble de 18 000 m². Donc expérience utilisateur très intéressante et assez révélatrice puisqu'en fait, le groupe Swiss Life a mis en place, avant de déménager, tout un cahier des charges avec un concept dit qui s'appelle NEO, pour passer à un taux de flex office, très, très important, de 0,65. Donc c'est vraiment du vrai flex avec une population qui télétravaille beaucoup, plutôt 3 jours que 2. Et voilà, donc ils ont emménagé récemment, il y a quelques mois et en fait, la grande surprise, qui est assez révélatrice je pense par rapport à ce sujet du télétravail et donc du bureau, c'est que, lorsqu'on aménage, un immeuble de bureau avec des services, avec, beaucoup de qualité, un immeuble, respectueux environnementalement, et beaucoup de services, en fait, ils se sont rendus compte que les collaborateurs revenaient tous au bureau. Donc ils se sont retrouvés un petit peu coincés. Heureusement, il nous restait un plateau. Oui, il y a trop de flex. C'est ça, le taux, il est Voilà. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs, en fait, les collaborateurs, c'est ce que tu disais, c'est qu'à qui on loue ces surfaces, en fait, hein, voilà. Donc il faut bien vraiment partir des besoins des utilisateurs et les utilisateurs sont demandeurs de bureaux flexibles, qualitatifs, avec des services et voilà et si toute cette offre est
pourquoi la centralité a tant de succès dans Paris? Nous, on a beaucoup de patrimoine historique parisien, donc c'est vrai qu'on est un peu moins touché sur cet aspect-là. C'est parce que, en fait, bon, je vais pas faire Anne Hidalgo, mais bon, c'est la ville du quart d'heure, le PLU bioclimatique, on a entendu parler, mais c'est vraiment ça, c'est la ville du quart d'heure. Les collaborateurs, voilà, ils veulent avoir tous les services, le loisir, pouvoir, éventuellement se loger, consommer, faire du sport, et travailler. Tout ça dans un périmètre assez réduit finalement. C'est ça qu'il faut reconstituer quand on sort de Paris? C'est ça qu'il faut Bah, des reconstituer? fois, ouais, voilà, c'est certains immeubles de bureaux. Bon, alors moi, j'ai fait de la promotion, longtemps, en début de carrière, je fais partie de ceux et celles qui ont construit pas mal d'immeubles de bureaux partout où c'était possible. Hein, les premiers immeubles à Saint-Denis, toute la périphérie, en fait, beaucoup de la périphérie. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout, cette notion, servicielle, comme on l'a aujourd'hui. Et les choses ont vraiment muté, complètement. Donc c'est plus des mètres carrés pour des mètres carrés, c'est il y a à quel besoin on répond? Première question, à quel besoin on répond? Et toujours localisation, localisation, situation, ça c'est une variature. Mais est-ce que, et je reste en Île-de-France, est-ce que dans ce contexte de marché, il y a de nouvelles centralités, hors la Défense, hors peut-être, Rungis, de nouvelles centralités qui émergent ou qui vont émerger? Parce que la ville du quart d'heure, elle se fait pas en un quart d'heure non plus. Très difficile. Moi, depuis toute jeune, sur Paris, on me disait: «Faut développer, l'est, Marne-la-Vallée». OK. J'étais développeur à l'époque, en immobilier d'entreprise. Marne-la-Vallée aujourd'hui, bah, ça fait 20 ans et il s'est rien passé. C'est très difficile, en fait. Donc, je crois qu'il y a l'attrait des grandes capitales, hein, Paris, mais c'est la même chose à Milan, à Londres, dans toutes les capitales. Il y a cette notion de centralité qui est très importante et recréer, des espaces. On voit les difficultés de la défense, hein, quand même, voilà, même s'il y a des investissements, des efforts considérables faits sur la défense pour amener les services, aux utilisateurs, c'est quand même très, très difficile et de longue haleine. Thomas, comment vous regardez ça, vous, du point de vue promoteur? Alors, le promoteur essaye de défricher de nouveaux quartiers. Je pense que le Grand Paris Express, là, qui a été initié maintenant il y a plus de 10 ans, on commence à voir ses effets sur le marché. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles centralités qui ont émergé, dont une à Villejuif, autour de la ligne 14 et de la ligne 15, où là, on a un cluster, un campus life science avec des bureaux, des laboratoires et une locomotive qui est l'Institut Gustave Roussy. Donc, c'est une nouvelle centralité de bureaux qui émerge. On a exactement la même chose à Saint-Denis autour de la gare Pleyel. Mais c'est vrai que c'est un travail de très long terme et je souscris complètement à ce que vient de dire Anne-Marie, c'est-à-dire que ça va prendre des années avant que ces quartiers soient complètement établis, installés. Mais malgré tout, on voit que pour les utilisateurs, aujourd'hui, et ça va s'amplifier à l'avenir, le mouvement de balancier entre, ici les Moulineaux et Villejuif, grâce à la ligne 15, il pourra, être réalisable relativement facilement, là où sans la ligne 15, c'était impossible. Vous expliquez pas à un utilisateur, «C'est chouette, je fais des bureaux magnifiques à Villejuif», vous allez transiter par une gare parisienne pour aller à Villejuif. Donc il y a l'émergence de nouvelles centralités et le Grand Paris Express et à La Défense également. Pourquoi La Défense repart? C'est bien sûr l'arrivée du RER E, mais il y a également la ligne 15 qui va arriver d'ici assez peu de temps, au pied d'Éclat. Donc la connectivité des sites, elle devient, indispensable et je pense que ça doit nous amener à avoir un regard un peu nouveau sur le bureau. Le bureau, il est plus sacré, c'est plus une destination obligatoire. C'était le cas avant. En fait, vous aviez l'obligation d'aller au bureau le matin, de repartir le soir et quoi que vous fassiez comme, tâche la journée, vous alliez au bureau. Aujourd'hui, en fait, il faut que le bureau, il redevienne désirable. Il faut à nouveau, retrouver des services pour qu'en fait, les collaborateurs trouvent un intérêt, à venir au bureau et que, le bureau continue à véhiculer la culture d'entreprise, la cohésion, le sentiment d'appartenance à un tout et je pense que tout doit s'articuler autour de ça, il me semble. Et ce combat, périphérie, centre, est-ce qu'il est strictement parigo-parisien? Est-ce qu'il est francilien? Ou est-ce qu'il y a à peu près la même notion en région? Est-ce qu'il y a ce même phénomène ou dans les grandes métropoles régionales, il y a quand même un certain nombre de parcs d'affaires ou de parcs,
tertiaires qui sont plutôt en périphérie ou en bordure des villes? Oui, 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 les grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, ont quand même ce même phénomène de centralité, également, hein. C'est vraiment lié, à la desserte en transport, hein, donc on le retrouve de manière moins criante qu'à Paris ou dans les grandes capitales européennes, mais oui, Et oui, quand oui. vous installez la compagnie d'assurance, par exemple, sur les nouveaux projets, vous regardez ça, absolument? Vous êtes plus flight to centrality plutôt que flight to quality ou les 2 mon Les général? 2. Ouais, je l'attendais Les celle 2, les utilisateurs et les investisseurs sont très exigeants et donc c'est pour ça que les asset managers, deviennent aussi, très exigeants. Voilà donc c'est les 2, ouais, forcément les 2. oui, pas au prix des 2, on est d'accord. Ça, il On faut par on voir. parlera du prix après. Sean, sur le déploiement de Keys, vous regardez quoi, vous, dans les localisations? Vous regardez l'hypercentre avant tout? Ouais, nous, c'est pareil, on a un enjeu de centralité, puisque c'est absolument ce qui est demandé par toutes les entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les collaborateurs sont, relativement éclatés sur toute l'Île-de-France. Le covid a un peu éloigné tout le monde. On a pris plus loin parce qu'on fait plus de télétravail, donc on peut se permettre de faire un peu plus de distance, peut-être 3 jours par semaine. Donc ce qui nous est demandé, c'est, les grandes gares. Saint-Lazare a jamais été autant demandé. Il y a 5 ans, le 16e, était encore désirable. Aujourd'hui, ça l'est peut-être même un petit peu moins. Donc ça a été, je ne vais pas dire un facteur, aggravant, mais en tout cas, on voit que c'est, flight to centrality, à fond pour tous nos clients, ouais. Et comment vous vous déployez, Keys? Aujourd'hui, il y a combien de lieux, Bah, aujourd'hui, on a 18 lieux. On est, majoritairement dans le 8e, dans le 9e, dans le 2e. Je parlais du 16e, mais voilà, encore aujourd'hui qui fonctionne, mais qui est moins demandé par les clients parce que c'est un petit peu plus éloigné. Donc je pense que cet enjeu, en tout cas de centralité, il est encore très, très présent, ouais. demain, Keys à La Défense, c'est possible ou c'est trop tôt? Pour nous, alors je ne sais pas si c'est trop tôt. C'est quelque chose qu'on a regardé de près parce qu'il y a on parlait du grand retour de la défense. Il y a des offres surtout, qui donnent très envie d'y retourner avec, beaucoup de franchises de loyer et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles les entreprises, y retournent. Hem, Combien la franchise là, messieurs? ouais, je vois que ça Voilà! oui, la qualité des immeubles, bien sûr. Non, mais voilà, effectivement, il y a des vues magnifiques. Je pense que la défense a encore un énorme potentiel pour se réinventer. Je parlais des vues, mais c'est vrai qu'on a des vues, on n'a pas à rougir face à New York par rapport à ça. On peut créer, voilà, des rooftop bars ou des bars en dernier étage et cetera et pourquoi pas aussi peut-être plus de lieux de rencontres, des lieux de vie comme on peut le faire. Mais pour nous, voilà, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour y aller, ouais. Thomas parlait tout à l'heure de rendre le bureau, désirable. Quels arguments on met en face aujourd'hui très concrètement et de manière pragmatique pour faire revenir les collaborateurs, au bureau? Je reparlerai après du combat qui est en train de se mener entre télétravail et travail présentiel. Bah, nous, je vais vous parler de la manière dont on s'est développé, chez Keys. Sur toute la partie réunion, quand on a démarré en 2017, c'était vraiment une commodité, et on a senti qu'il y avait une attente, qui était plus importante, où on pouvait vraiment créer une expérience forte. Donc une expérience forte, ça veut dire, déjà le plaisir d'accueillir, et ensuite, cette capacité à faire, des beaux événements dans des beaux lieux. Donc le plaisir d'accueillir, c'est pas anodin, c'est ce qu'on appelle chez nous l'art de l'accueil. C'est comment on fait en sorte que les personnes viennent et elles se sentent bien, et qu'elles aient envie de venir et de revenir. Et ensuite la qualité des lieux, mais il y a aussi la qualité des prestations de services. C'est quelque chose de très important, c'est ce qui va faire qu'on a un bon déroulé de journée. Je pense que ça, c'est assez transposable au bureau, puisqu'aujourd'hui, c'est les mêmes attentes collaborateurs. C'est-à-dire que, le besoin qu'on va avoir sur une journée, pour, créer du lien, créer du collectif, être capable de construire quelque chose ensemble, c'est quelque chose qu'on va avoir, tout au long de l'année sur le bureau et on a voilà, besoin. Donc moi, je dirais, qualité de service, qualité des prestations et beauté du lieu.
Côté investisseur, comment on fait là, du coup? Et en fait, il faut qu'on se positionne vraiment comme étant un apporteur de solutions, vis-à-vis des entreprises et notamment dans les démarches qu'elles ont, de plus en plus ces dernières années, de démontrer à leurs collaborateurs, à leurs équipes, le care, vraiment le soin qu'elles apportent, à leurs équipes. Donc c'est, la façon dont les entreprises sont capables de, prendre en charge, par exemple, la santé physique de leurs collaborateurs et donc toute l'offre, nous, qu'on permet de leur mettre à disposition sur des espaces de sport, de bien-être dans les immeubles. C'est aussi la santé mentale de leurs collaborateurs qui est une grande préoccupation, des entreprises aujourd'hui et qu'elles arrivent à accompagner à travers à la fois effectivement des lieux qui permettent, l'échange, les discussions informelles, ça c'est très important et aussi le sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est, un vecteur aussi de bien-être, de santé mentale important que les entreprises travaillent beaucoup donc ça on en tient compte dans l'aménagement des bureaux et dans les performances aussi des bureaux. Parce que prendre soin des collaborateurs, c'est aussi leur permettre de travailler dans des bonnes conditions et dans la vague de chaleur qu'on a connue là, la semaine dernière, je pense qu'il n'y a jamais eu aussi peu de télétravail la semaine dernière, hein, parce qu'on était très bien au bureau climatisé. Encore faut-il que le bureau soit climatisé et que la Et que la climatisation clim supporte marche. Ouais. ces chaleurs-là. Donc ça, c'est à nous, investisseurs, d'être capables de monter en compétences pour offrir cette qualité d'immobilier-là. Quand ça coule, quand il y a un peu d'eau qui coule du plafond, du coup, je peux avoir une C'est réduction de loyer ou comment ça fonctionne? Non, c'est juste pour ma négo avec mon propriétaire. Ah bon, bah, tant pis alors, ça mouillait juste le bureau. Juste sur la dimension, expérientielle, du bureau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On a importé les codes de la maison au bureau, avant le covid. Maintenant, est-ce qu'on importe les codes de l'hôtellerie, dans le bureau? Mais l'hôtellerie, c'est beaucoup de services. Comment on fait? Comment ça se traduit ça sur le loyer au final? Marie? Alors, sur des immeubles que nous restructurons, complètement, voilà. Dès qu'on en a l'occasion, en fait, de procéder à une grosse restructuration, on crée systématiquement, un étage ou, en haut ou enfin, selon la configuration des lieux, on essaye de faire plutôt en haut, un étage de service commun, partagé avec, les locataires d'immeubles qui se sont, facturés au prorata des surfaces, aux locataires. C'est l'exemple de l'immeuble, qu'on avait restructuré, rue Richelieu. 3 utilisateurs, le dernier étage avec des super vues, des super terrasses, qui ont été mises en service pour l'ensemble des 3 sociétés Ça, c'est et plus qui l'étage de la fonctionnent très, très direction, ça, bien. c'est fini ça. On évite. L'ancien modèle, la tête pensante en haut, voilà, les travailleurs en bas, voilà, on essaye. Bon, moi, j'ai une expérience, en cours puisque nous-mêmes, nous sommes en train de déménager, de quitter, le Palais Royal pour un immeuble que nous avons restructuré, un immeuble que nous gérons dans le patrimoine, c'était pas un scoop, rue La Boétie et voilà, donc même là, partir de Palais Royal à La Boétie, ça a pu créer quelques petites Non. émotions. Bah si, 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 donc Arrêtez. je peux vous jurer que si. Mais bon, très peu et accessoires et voilà et Non, mais il donc y a 3 stations de métro, c'est une blague, c'est quoi? Vous ouais, avez des ouais, mais les syndicats gens n'aiment pas le puissants? changement, en Ah fait, ouais, non, hein. bah là, c'est pas Globalement, une question de changement, le changement est un sujet. Voilà, donc on veut les globalement, noms, hein. tout le monde est content. Enfin bon, on déménage la semaine prochaine, donc on est vraiment dedans et en fait, c'est une expérience intéressante dont je peux témoigner puisque je suis pilote de ce projet et en fait, on avait, 2 options. On a étudié 2 options. Soit rester, à Palais Royal en réduisant nos surfaces, voilà, parce qu'il y avait quand même un souci de recherche d'économie, de rentabilité de nos mètres carrés. Voilà, soit cette idée qui est arrivée parce que cet immeuble se livrait en même temps que cette réflexion, carrément d'en faire un projet d'entreprise et d'embarquer tous les collaborateurs dans un projet d'entreprise, dans un nouvel immeuble, qui, au final, on n'a pas vraiment moins de mètres carrés. Par contre, l'aménagement du nouvel immeuble n'a rien à voir avec, ce que nous occupons aujourd'hui, puisque nous avons favorisé évidemment les services, salles de sport, restauration, le bien-être des collaborateurs, notamment au niveau de la climatisation, de la sonorisation aussi, puisque nous on est très, paysager, on n'est pas très cloisonné et beaucoup de surfaces, surtout collaboratifs, avec, des cabines mobilières où on peut s'isoler pour téléphoner, voilà. Donc le confort, beaucoup de confort et avec des codes un peu de l'hôtellerie, voilà, avec, des tables, style, table que vous retrouvez dans un hôtel, grande table en chêne, café, beaucoup d'espace à plusieurs étages,
où les gens peuvent se retrouver, des espaces extérieurs aussi. Donc voilà, et donc les collaborateurs, voilà, en fait, sont assez enthousiastes. Après, on verra, il faut que la clim marche bien. Et puis, un critère très, très important, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les investisseurs, et donc pour nous, les asset managers, c'est l'ESG. Voilà. Tout le monde a une grande sensibilité à la qualité, des critères CIR bien sûr, mais pas que. 2040, les émissions de carbone, voilà, donc nous on Ça aurait été un critère pour ne pas choisir cet immeuble s'il n'avait pas coché oui, je pense, oui. Oui, oui, absolument. Chez nous, oui, absolument, et pour, bah, nos investisseurs, on le voit, nous, les investisseurs, les fonds, institutionnels notamment pour lesquels nous travaillons, on a des stratégies ESG, des parfois vraiment, qui poussent très, très loin, quoi. Voilà, en termes de durabilité des immeubles et de zéro carbone. et Ça, en c'est termes de très clair. loyer, la Boétie, c'est plus cher que Palais Royal ou finalement vous faites une économie? OK. On a un peu moins de mètres carrés, on va dire, donc on fait une petite économie. Ouais. Pas grande. Bon, quelle offre en face on met alors pour avoir, tout ça? Est-ce qu'on peut mettre de l'expérientiel dans n'importe quel, immeuble de bureau? Et puis comment travaillent les promoteurs avec, ces nouveaux codes, du bureau? Parce que c'est vous qui allez fabriquer ou refabriquer, les immeubles de demain. J'ai compris Flight to Centrality, mais aussi Flight to Quality en même temps. Oui, exactement. Il est bien évident que l'immeuble de bureau, en fait, il a un paradoxe. C'est-à-dire qu'on est sur des espaces de bureaux dans les étages qui sont bien souvent des espaces de bureaux les plus banalisés possibles, les plus flexibles possibles et qui doivent répondre à tout type d'aménagement. Aujourd'hui, on est, beaucoup sur le flex office, mais peut-être que demain, on sera dans des espaces de bureaux qui seront très cloisonnés avec quasiment que des salles de réunion pour 2, pour 4, pour 10 personnes. Et donc, la responsabilité du promoteur, au-delà d'utiliser des bâtiments bas carbone, c'est de construire des bâtiments qui pourront avoir plusieurs vies dans une vie. Donc, des espaces de bureaux en étage complètement banalisés. Et par contre, un socle serviciel extrêmement fort à rez-de-chaussée. Donc, pour qu'il fonctionne, il faut bien sûr qu'il soit très connecté aux différents flux de l'immeuble, connecté aux ascenseurs, aux escaliers, dans des espaces éclairés naturellement. On parlait des codes de l'hôtellerie. Nous, on fait maintenant systématiquement appel à des architectes d'intérieur qui proviennent du monde, soit du merchandising, soit de l'hôtellerie, pour apporter cette espèce de petit supplément d'âme que l'on attend quand on vient au bureau. Quand on vient au bureau, on n'a plus envie maintenant de venir dans des espaces complètement uniformes, déshumanisés. On a envie d'avoir cette touche domestique qui permet de s'y sentir bien et d'avoir une frontière entre la maison et le bureau qui soit peut-être un peu moins marquée. Et puis les services, c'est effectivement, c'est un peu tout. C'est une restauration un peu plus premium, c'est bien sûr de la conciergerie, c'est, des espaces, lounge, c'est des nouvelles façons de pouvoir, collaborer, créer ensemble. C'est pas forcément des salles de réunion, mais ça peut être des espaces, un peu plus, avec des canapés, enfin plus propices à la réflexion. Donc en fait, les positions de travail, elles ont énormément évolué. On est dans des espaces qui sont un peu moins tenus, un peu moins formels, je pense. Quand on vient au bureau maintenant, c'est quasi systématiquement maintenant pour collaborer, pour créer, pour se former, pour transmettre. Et donc, fatalement, on doit avoir plutôt des espaces de réunion plutôt que des espaces de bureau. On est devant son ordinateur et on est sur un C'est tableur quoi? Excel. C'est la mort du bench là? Et celui-là, on l'enterre définitivement? On a beaucoup glosé sur l'open space m'a tué. Là, en fait, on a tué l'open space. Je pense qu'en fait, le bench, on va voir comment ça évolue, mais clairement, quand vous venez au bureau, c'est pas pour vous retrouver sur un bench de 8 à travailler derrière votre petit écran. Dans ce cas-là, vous préférez rester chez vous dans des meilleures conditions pour faire votre travail de réflexion seul. Donc, on le voit bien dans les demandes d'utilisateurs, il y a de plus en plus de mètres carrés au profit des travailleurs qui sont dans le bâtiment et de moins en moins de mètres carrés pour les salariés. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais pour le dire encore autrement, on a dans ces espaces de bureaux, il y a moins de personnes, mais en fait, elles ont plus d'espace au global, plus d'espace collaboratif, plus d'espace. Ces espaces collaboratifs participatifs, c'est environ maintenant 60% des surfaces de bureaux.
et 40% de postes sédentaires classiques. Ça, Donc ça ça change change dans le forcément. gabarit des immeubles, dans la conception des immeubles aujourd'hui? Oui, 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 ça change fortement puisque on a la plupart des projets qu'on développe aujourd'hui oscillent plutôt entre 4 000 et 10 000 mètres carrés que sur des très gros porteurs de 15 000, 20 000 ou 40 000. Alors je vous dis ça, mais en même temps, on vient juste de livrer le nouveau siège de Stellantis à Poissy qui fait 40 000 mètres carrés. Oui, bah, Mais c'est bon, toujours le c'est complément. voilà, parfois il faut un peu de contradiction, un peu de paradoxe, sinon c'est pas drôle. Mais bien évidemment, la taille des immeubles, leur localisation a changé et c'est en lien avec la connectivité. C'est-à-dire qu'on a besoin de je pense que les directeurs immobiliers, ils raisonnent beaucoup par le coût immobilier. Donc le flex office permet effectivement de réduire le coût immobilier et de s'offrir des localisations plus prime. Elsa, vous confirmez? Oui, je partage totalement et ça me faisait penser à 2 points aussi qui ont beaucoup évolué dans la façon dont on développe nos bâtiments de bureaux maintenant. C'est, jusqu'à il y a quelques années, on essayait de réduire au maximum tous les mètres carrés non productifs, les paliers d'ascenseur, les escaliers et cetera. Et aujourd'hui, c'est des espaces sur lesquels on est de plus en plus généreux, et on prend beaucoup, beaucoup d'attention et de soin à l'aménagement de ces espaces-là, parce que c'est les espaces où les collaborateurs vont se croiser, vont se rencontrer, vont avoir des échanges informels et ça a beaucoup évolué, je trouve. Et l'autre sujet, c'est sur les extérieurs, où aujourd'hui, je pense qu'on développerait plus un immeuble de bureau sans extérieur, donc des balcons, des terrasses, rooftop, jardin et cetera. Ça, c'est devenu maintenant, vraiment un point, très, Ça, c'est les très conséquences du Covid, là. C'est les ouais, je conséquences pense, je du pense. Oui, oui, où maintenant on a besoin d'avoir cet accès à l'extérieur et aussi à trouver, au bureau, dans ces espaces extérieurs, des choses qu'on ne retrouve pas forcément chez soi. On est notamment en Île-de-France, où je pense qu'on est peu nombreux à avoir des accès, directs sur l'extérieur. Donc ça fait partie des points maintenant qu'on intègre, systématiquement dans nos développements. Mais est-ce qu'on valorise aussi bien, un escalier, une partie commune qu'un mètre carré de bureau stricto sensu? Est-ce Mais qu'aujourd'hui ça se reflète dans le loyer? dans l'appréciation générale de l'immeuble et dans l'attractivité générale de l'immeuble, c'est indispensable. Très clair. Qu'est-ce qu'on fait de l'existant? Parce que j'ai quand même cité juste un petit chiffre sur l'offre disponible qui a légèrement grimpé, ces derniers mois. On arrive à 6 millions de mètres carrés qui sont, disponibles. Je vous racontais mon anecdote d'hier soir, où j'étais de l'autre côté du périphérique à Saint-Ouen. Il y a des immeubles magnifiquement vides. Qu'est-ce qu'on fait de l'existant? Comment on l'adapte à ces nouveaux codes? Est-ce qu'il faut mettre CAPEX à tout prix? Anne-Marie? Beh, écoutez, ça dépend de leur situation. Voilà. Donc, Ah, bah, oui, oui. là-bas ici, oui. Non, mais bon, centralité, on vient de le dire, voilà, ça dépend où sont situés les immeubles, hein. Tous ces immeubles construits dans les années 80-90, effectivement, n'étaient pas forcément au pied des transports. Voilà, donc pour ces immeubles-là, qui se retrouvent en vraie difficulté, transformation oblige, voilà, il faut transformer, logement ou enfin, ou tout autre produit. Et puis pour les immeubles qui ont des bonnes situations, voilà, CAPEX oblige. Restructuration, apporter des services, tout ce dont on vient de parler pour, apporter, des bureaux, désirables. Elsa? Oui, je pense qu'il faut faire un constat assez, objectif, froid, qui peut parfois faire un peu mal, hein, sur l'avenir de nos immeubles de bureaux. Parce que, il y aura, peut-être moins de bureaux, ça c'est quand même une tendance assez probable. Mais du coup, il faut que le bureau soit mieux et il faut que celui qui reste effectivement soit de meilleure qualité. Je peux vous raconter l'histoire de l'îlot Lafayette, qu'on est en train de restructurer à Lyon. Parce que c'est une bonne démonstration de cet exercice-là. Donc, c'est l'ancien siège de Framatome, cours Lafayette, juste à côté de la Part-Dieu, qui était composé de petits immeubles de bureaux, code du travail et un petit IGH, mais vraiment, tout petit, R+14, donc pas du tout efficace, en bureau. Et on restructure cet îlot en convertissant la petite tour de bureau en logement, où là, l'attractivité logement, elle est très forte. Ça s'est vendu, à des prix, hyper élevés très rapidement et on restructure, le petit bureau, existant en bureau et on construit un petit immeuble neuf de bureau, sur, un petit bout de parcelle qui nous restait. Donc là, on a fait ce diagnostic-là et on a considéré qu'il y a une partie, c'est plus du bureau, on en fait autre chose et une partie qui là, a complètement vocation à rester du bureau, très attractif parce que coche les cases, centralité, qualité et donc on y croit, vraiment parce que ça, c'est une opération en bureau qu'on a lancée en blanc.
Donc là, c'est 13 000 m² de bureaux, neufs, restructurés, Vous qu'on avez a trouvé des transformés. financements là-dessus ou c'est Ouais, financé en corporate? Oui, vous avez convaincu ouais, des banquiers? ouais. D'accord. Mmh, mmh. Non, non, mais c'est bien, ça veut dire que c'est possible. Ils étaient surpris, ils étaient enthousiastes ou Ils c'était étaient difficile? enthousiastes. Ah, magnifique. Quand ça coche les cases, la réponse est oui. D'accord, qu'il faut encore du bureau. Sean, comment vous regardez, vous, justement, sur l'évolution du parc, existant? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un sens, si un immeuble est bien placé, mais qu'il n'est pas forcément, restructuré ou rénové, d'installer, ou de vous installer, vous, Keys? Il y a une première réflexion, qui peut être effectivement d'avoir plus de travail, conjointement entre le preneur, et le bailleur pour travailler un produit, qui fonctionne, qui a des conditions commerciales également qui soient négociées, mais qui permettent de sortir le meilleur produit possible. Je pense que c'est très vertueux qu'il puisse y avoir aussi, plus de mixité finalement, qu'on sorte du quartier tout bureau, et qu'il y ait, peut-être plus de logements, des bars, des restaurants, pourquoi pas des salles de réunion, enfin qu'il y ait donc, plus de vie. Je pense que le tout bureau justement, a montré qu'il y avait un petit essoufflement et que c'était plus ce qu'on recherche aujourd'hui. Ça, les promoteurs, comment ils réagissent par rapport à ce tout bureau, cette nécessité de faire, évoluer les usages, au sein d'un immeuble? Finalement, c'est vous les mieux placés, non? Je ne sais pas, mais sans doute. En fait, oui, on le disait, il y a une double obsolescence en ce moment. Il y a à la fois une obsolescence commerciale, où on voit que certains quartiers monothématiques, les utilisateurs n'en veulent plus. Ce n'est pas une histoire conjoncturelle, c'est véritablement structurel. Et puis une obsolescence environnementale qui nécessite qu'on réinjecte des CAPEX, je vais y arriver, pour upgrader l'immeuble d'un point de vue environnemental. Donc effectivement, le promoteur, il a un rôle clé à jouer pour repositionner ces immeubles dans leur marché et leur donner une nouvelle vie. C'est ce qu'on a pu faire et ce qu'on tente de faire sur certains actifs de bureaux. On l'a fait dans Paris, dans le 13e, de transformer un immeuble de 9 000 m², rue du Château des Rentiers, qui était, voilà, qui n'avait pas de vocation à perdurer en bureau. On l'a transformé en résidence service senior avec Domitis qui exploite maintenant ce bâtiment. Ça, c'est une nouvelle vie qu'on peut donner à un bâtiment. Mais je sais que c'est la thématique du moment, mais après, il ne faut pas complètement se leurrer. Maintenant, on commence à y voir clair. C'est assez complexe de transformer des bâtiments de bureaux. C'est complexe de par la valeur vénale, comme vous le savez. Si elle n'est pas assez basse, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait de la réserve de constructibilité. Il faut que l'épaisseur du bâtiment, elle soit correcte pour permettre une transformation en logement, parce que le logement est moins épais. Enfin, il y a quand même beaucoup de strates. Et même si les pouvoirs publics essayent de faciliter cette transformation, ça ne va pas non plus. Ça peut aider la loi d'Aubier ou pas? Ça peut faciliter ou pas? J'espère, j'aurais espéré que la taxe d'aménagement ne s'applique pas sur sur ces nouveaux projets, mais oui, en fait, le frein aujourd'hui, c'est aussi beaucoup les élus en local qui, quand on vient les voir avec du résidentiel à la découpe, nous disent attention, moi, je n'ai pas les budgets pour développer de nouveaux équipements publics. Donc, c'est clairement la situation actuelle. C'est-à-dire que même si parfois ils ont la volonté de développer du logement, ils sont freinés par leur absence de budget pour développer des infrastructures. Donc c'est la réponse du promoteur, je pense qu'elle doit être sur des projets mixtes. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire tous, c'est d'apporter de la mixité qui puisse permettre de pas trop bouleverser les équilibres et en même temps, voilà, d'apporter un bout de ville qui ressemble davantage à ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire une ville, avec, des services, des commerces, un peu de bureaux, du résidentiel, Ce que j'entends, c'est qu'on ne pourra pas transformer tous les bureaux, obsolètes, où on voit de l'être, il y aura un certain nombre de friches tertiaires, ce qui veut dire à terme. Alors j'aimerais bien qu'on puisse tous les transformer, mais clairement on se heurte à des véritables problématiques techniques, économiques, administratives. Là, en ce moment, on étudie beaucoup de projets, de transformation en résidence étudiante, avec des gros porteurs, c'est-à-dire des immeubles, qui parfois sont de plus de 700 chambres en étudiants, mais on ne va pas faire des résidences étudiantes, dans toute la France sur tous les immeubles de bureaux. Donc voilà, il y a un travail, par localisation, par actif. Il y a aussi un peu de valeur qui va devoir être, détruite parfois.
Et il faut trouver le meilleur compromis. C'est ça qui est un peu complexe. Sur la valeur, justement, je voudrais juste vous reciter 2-3 chiffres qui vont vous casser le moral. Sur une étude Natixis qui est parue cette semaine, qui sont revenus un peu sur les prix du bureau en Île-de-France. Entre le T3 2022, on va dire que c'est quand on sort du Covid, jusqu'à fin T1 2025, les prix, c'est moins 24% sur Paris Centre-Ouest, donc c'est un QCA un peu élargi, moins 40% sur le Croissant Ouest La Défense, moins 52% sur la première couronne hors Croissant Ouest. Question de Béotien, est-ce qu'on a fait le plus dur? Est-ce que les valeurs ont vraiment atterri selon vous? En sachant que sur le dernier trimestre, à l'exception de Croissant Ouest, les valeurs étaient plutôt stables. Est-ce que vous considérez, vous, côté investisseur, qu'on a fait le plus dur là? Anne-Marie. Moi, j'ai surtout parlé pour la partie, Paris et QCA, parce que c'est là où je travaille le plus. Je pense que là, on a atteint les sommets, hein, dans le prime, le super prime, avec les 1 200 € le mètre carré qui ont été atteints. Voilà. Bon, on en a encore en cours, donc j'espère qu'on va pouvoir encore y arriver. Mais voilà, je pense que voilà, on est arrivé vraiment, sur le prime, mais par contre, c'est clair que le 1 000 € prime, le 1 000 € le mètre carré, je pense qu'il est un petit peu, établi pour un petit moment. Voilà, donc nous, on constate après généralement pas de baisse de loyer, pas de baisse de loyer, c'est plutôt stable sur les loyers. Il y a de la réversion, nous, c'est notre travail d'asset manager, hein, nous, on cherche de la réversion. Voilà, c'est aussi l'intérêt de ce boulot, en fait, hein, d'asset manager, c'est que voilà, quand un locataire s'en va et qu'il est là depuis 9 ans, qu'il avait son loyer à 500 € dans Paris QCA, on est ravis. Voilà, donc voilà, il y a tout. Voilà, donc voilà, donc je pense qu'il y a une stabilité là. Il y a une stabilité Sur les valeurs locatives, sur sur les le. Je valeurs parle sur le prime, hein, sur le, ouais. le QCA prime. Voilà. Après, sur la partie Île-de-France, je laisserai en parler parce que j'ai pas vraiment de référence. On n'a pas d'actifs. Enza. Je pense que le plus dur est derrière nous, oui. Est-ce qu'on est arrivé au bout des corrections de valeur sur tous les territoires? Peut-être pas encore, sur, certains effectivement. Après nous, on voit dans l'exercice de valorisation du patrimoine, ce qui nous manque, c'est, des transactions, des références de valeur, certains marchés où c'est assez, complexe, hein, dans l'exercice qu'on a avec nos experts pour, effectivement se raccrocher à des transactions pour valider les valos, hein. Mais quand on raisonne sur les rendements, en partant sur ces prix qui ont été réajustés, donc il y a eu quand même l'effet taux, hein, puisque ça compte beaucoup, ça nous fait 5% sur Paris Centre-Ouest, 9,3% sur le Croissant Ouest, 10,2% sur la première couronne. Est-ce qu'on a reconstitué la fameuse prime de risque qui peut rendre à nouveau le bureau attractif pour des investisseurs? Donc, quand on regarde leurs intentions d'allocation, ils nous répondent tous bed and shed, des lits et des hangars. Donc, les lits, ça peut être de la résidence étudiante, effectivement, ça peut être de l'hôtellerie. Et les hangars, bah, c'est de la logistique. Est-ce qu'aujourd'hui, on remet quand même une prime de risque intéressante sur le bureau? Est-ce que ça peut redevenir une classe d'actifs intéressante? En tout cas, c'est pas le prix qui rendra des bureaux attractifs, c'est pas que le prix. Aujourd'hui, il y a des bureaux, pas chers, à la location, c'est la même chose, hein, quand des propriétaires, mettent, des bureaux à 0 €, c'est pas pour autant qu'ils trouvent preneur parce que, s'il y a pas la localisation, s'il y a pas la qualité, c'est pas suffisant et l'investissement, c'est un peu pareil. De toute manière, un immeuble de bureau, il sera attractif que si il est attractif, d'un point de vue utilisateur. Donc aujourd'hui, des immeubles de bureaux pas chers à la vente, il y en a, beaucoup. Et pour autant, ils ne trouvent pas preneur. Qui veut réagir? Non, mais par rapport à la prime de risque immobilière, effectivement, elle n'a jamais été aussi faible. Quand vous voyez que l'OAT 10 ans, je n'ai pas regardé, mais elle doit être aux alentours de 3,25, quelque chose comme ça, avec le taux prime parisien, on peut dire qu'il est en dessous de 4, voilà, sur quelques transactions. Effectivement, la prime de risque immobilière, elle n'a jamais été aussi faible. Mais pour rebondir sur ce que disait Anne-Marie, en fait, il y a une propension à aller chercher de la réversion sur les loyers qui est assez importante. On le disait sur la Défense, il y a un spread de valeur locative colossal par rapport à Paris. Donc, quelque part, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'en fait, le marché parisien QCA, s'il se stabilise, en fait, il va faire émerger les marchés de report. Et on commence à le voir, et c'est ce que commencent à nous expliquer également nos amis brokers, c'est qu'en fait, les utilisateurs qui sont dans le QCA
qui ont pris à bail des locaux en 2019 avec l'ILAT aujourd'hui. S'ils veulent faire une économie sur leur coût immobilier, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller sur un marché de report. Pourquoi? Parce que s'ils restent dans leur quartier, ils vont payer plus cher. Ils vont, là où ils avaient peut-être loué en 2019 à 750, le même immeuble, aujourd'hui, vaut 1 000 €. Donc ça doit les inciter à aller sur un peu plus de périphérie. Alors, ça ne veut pas dire aller en première couronne, mais quelque part, ça doit amorcer un marché de report pour les promoteurs. Et pareil, sur des marchés de première couronne, où là, on n'est pas exactement dans la même problématique, c'est-à-dire que l'ILAT, qui a fait augmenter significativement les loyers, un directeur immobilier qui veut faire des économies, soit il renégocie avec son propriétaire, soit il part et il aura un immeuble dernier cri ESG flambant neuf pour un loyer plus faible. Donc, quelque part, C'est le moment de bouger. c'est soit le moment, oui, c'est le moment de bouger. Et je pense que c'est un moment clé là qui est en train voilà, de s'ouvrir avec cette stabilisation du QCA. Bon, très bien. Dernière question, avant peut-être de laisser la parole, à la salle. Juste, en fait, je voudrais que vous puissiez répondre, est-ce que vous voulez encore du bureau et comment ça va se matérialiser, dans votre stratégie, à venir? Je vais commencer peut-être par les investisseurs. La location d'actifs bureaux de Swiss Life, elle existe toujours ou pas? Bah, elle existe, toujours. Bon, c'est vrai qu'elle est à la peine depuis au moins, 2 ans, plus de 2 ans. Voilà, donc il est vrai que les investisseurs, aujourd'hui, cherchent de la diversification aussi de portefeuille. Donc on sont beaucoup, aussi intéressés et attirés par tout ce qu'on appelle, par tout le secteur du living, logistique, hôtellerie, en fait, sur les autres, catégories d'actifs. Voilà, mais les investisseurs donc, même s'ils investissent, pas beaucoup, sur de nouveaux immeubles, tertiaires de bureaux, heu, globalement, par contre, sont toujours présents, nous on le voit, enfin voilà, sont présents pour rénover, pour restructurer, pour financer, pour mettre des capex, pour faire porter les opérations, selon là aussi ça dépend des sujets et de la réversion, voilà, parce que ça crée de la valeur. Dès l'instant où on lui justifie que ça crée de la valeur, une valeur, conséquente, les investisseurs nous suivent sur nos préconisations de restructuration, du patrimoine. Elsa? Tout pareil. Effectivement, donc on a aussi une stratégie de diversification parce qu'on n'a pas vocation à être, une foncière bureau monovalente. Donc on a des investissements, qui sont, plutôt fléchés en ce moment vers, du data center ou de la résidence étudiante. Néanmoins, on investit beaucoup sur notre parc immobilier de bureau et notre investissement en bureau en ce moment, il est là. Il est, sur, toujours remettre, à niveau nos immeubles de bureau, faire les investissements nécessaires pour garder nos locataires, parce qu'effectivement, c'est peut-être le temps de bouger, mais pour nous, c'est le temps de les garder, hein, donc et aussi alimenter le pipeline de développement qui s'est pas arrêté, lui, pour le coup. Shaun, sur le développement de Keys, c'est le moment d'accélérer le développement? C'est un bon momentum? Comment vous voyez, Oui, ça l'avenir? pour nous, c'est aussi un bon momentum. On parlait de la centralité tout à l'heure. C'est vrai que les valeurs restent élevées, sur le centre, mais en tout cas, ça reste une phase d'expansion. Il y a de plus en plus de besoins, des entreprises on parlait du collectif, sur le fait de se réunir. Donc nous, on va continuer en tout cas, ouais, de s'étendre dans les prochaines années, ça c'est clair. Thomas, le carnet de commandes de Crédit Agricole Immobilier, là, il se remplit ou pas? Maintenant qu'on est en train de faire marche arrière sur le télétravail? Je pense que, un autre des leviers, c'est également les propriétaires occupants. C'est aussi un moment pour, les grands utilisateurs, compte tenu de la valeur de l'immobilier des bureaux, d'acheter. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là sur plusieurs opérations, qui nous sont achetées plutôt par des propriétaires occupants que par des investisseurs. Et donc ça, c'est un fait nouveau. On voit que les entreprises, elles ont toujours besoin d'immobilier, plus que jamais et plus que jamais de bureaux, il me semble, dans le sens où, c'est le meilleur moyen pour créer de la cohésion, on l'a dit tout à l'heure, et puis pour favoriser, la collaboration. Et je crois que les entreprises, ça, elles l'ont bien compris. Elles ont bien compris que tout télétravail ou une grosse partie de télétravail, c'était pas suffisant.
Et donc, elles réinvestissent et elles vont sans doute peut-être jouer une part non négligeable à l'avenir. Donc, sur des montages peut-être un peu différents que ceux qu'on a connus par le passé, la VFA classique, du promoteur. Voilà. Peut-être un peu plus de crédit bail immobilier, peut-être un peu plus d'opérations de sell and leaseback, peut-être. Voilà, On d'autres ressort choses. on ressort les vieilles recettes, là. Peut-être. Mais bon, pourquoi pas. Il nous reste quelques minutes pour des questions. J'arrive avec le micro. Risque de sortir du champ des caméras, mesdames. Désolé. Oui, bonjour, Laurent Derotte. Est-ce qu'il ne manque pas des utilisateurs là? Parce que quelques paradoxes que je constate. D'abord, dans Big Up, oui. Je constate qu'a priori, on pourrait penser avoir la courbe, mais elle s'arrête au mois de mai, donc ce n'est pas le T2, qu'on est un peu en évolution favorable par rapport à mai, pour la région Île-de-France, hein, par rapport à mai 2024. Or, les statistiques Imostat, c'est moins 21% au T2 et moins 6% au T1. Et on ne sait pas, dit Mostat, si on tiendra les 1,8 million de demandes placées en 2025. Donc, je constate un petit hiatus là. Enfin, j'ai l'impression que ça va plutôt mieux à vous écouter. Et si je regarde ces différentes statistiques qui concernent la demande des utilisateurs, la demande placée, eh bien, on est plutôt en sens inverse. C'est la demande exprimée. Placée, c'est après. Qui veut répondre au fait? Il n'y a pas des imostatiens ici? Il y a peut-être des brokers qui veulent répondre. On fera les 1,8 million ou pas? Allez, c'est enregistré. On va bien faire des restrictions. Depuis le Covid, 300 000 à 400 000 mètres carrés de moins tous les ans, effectivement, qu'il va falloir reconvertir et on connaît les problématiques. Moi, je reviendrai plutôt sur le côté valeur. Aujourd'hui, on parle de moins 54% pour les valeurs en première ou de seconde couronne. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de la liquidité. Il n'y a pas de collecte, il n'y a pas d'assureurs, il n'y a pas de SCPI qui sont capables d'acheter. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que 50% de baisse de valeur, effectivement, Elsa le disait, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de comparable. Aujourd'hui, il y a les gens qui vendent sont obligés de vendre pour créer de la plus-value ou pour effectivement un fonds qui arrive à expiration. Donc, pour revenir sur cette valeur, je pense qu'aujourd'hui, les immeubles en première couronne, ils ne sont pas vraiment pricés, puisque souvent, on n'arrive quasiment pas à une valeur de coût de construction, de prix de revient. Donc, pour la partie utilisateur, je suis assez d'accord. Je pensais que la question, c'était pourquoi n'y a-t-il pas d'utilisateurs invités aujourd'hui au panel? Mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir s'habituer à ces nouveaux chiffres. Ce que je voulais dire aussi, c'est que 40% de la demande reste dans ces locaux. Ça, c'est aussi un phénomène qui est assez nouveau et c'est le vrai travail peut-être des asset managers qu'on a ici, c'est de garder aussi leurs locataires. N'hésitez pas à réagir. Bon, on avait quand même un utilisateur qui a bougé. Swiss Life était côté utilisateur à La Défense et dans le 8e rue de la Boétie. Donc ça en fait déjà un. Mais j'avoue que c'est la perle rare, l'utilisateur. Sauf si les brokers me disent le contraire. Pas de réaction? Une dernière question. Et je suis d'accord sur les valeurs, il y a un prisme déformant. Effectivement, on ne vend pas forcément les trophy assets. Il peut y avoir un prisme déformant dans l'autre sens aussi, dans le QCA. Où là, on vend peut-être les bijoux de famille pour certains. Sur une réalité qui est historiquement entre 2013 et 2022, alors nous, c'est dans les autobus. Et si on regarde au film de risque, il y a des 10 ans avant, ils ont été plutôt pour un 90% de moyenne. Donc aujourd'hui, on retrouve quelque chose de plus élevé. Donc, il faut regarder l'OAT, si vous voulez, l'OAT, c'est après, c'est l'OAT, c'est par mode de la suite. C'est tout des plateaux mécaniques. J'ai vu le prime italien à Milan, et on était plus cher que l'OAT, il avait 130 cents. Donc, et puis il y a une deuxième chose, c'est pour fait que le euro avant d'être. Il y a encore des gens qui veulent l'euro. Si vous avez vu, il y a 3 ans, les Américains nous disaient ne veulent faire le euro parce qu'on est aux États-Unis, c'est la tête de France. Aujourd'hui, on va regarder ce qui s'est passé au Contadero, le finaliste du secteur immobilier ce plateau, c'est des gens qui marchent, c'est pas vrai. C'est Bushman qui est le quatrième qui arrive. Dans les 4 derniers, il y a 3 Américains qui nous disaient il y a 5 ans. Ouais. Une autre lecture, c'est qui a de la liquidité aujourd'hui? Aujourd'hui, qui a des sous? Les Américains et les fonds souverains, peut-être. On peut avoir l'autre lecture. Et on verra combien ils le revendent, surtout. C'est ça qui va être... Oh, ils ne vont pas le garder longtemps. S'ils le gardent longtemps, c'est peut-être pas bon signe pour le marché. Mais ça, on se reverra.
terme des précédents, aujourd'hui, on a quand même un investisseur qui revient de ce niveau, alors même que les investisseurs vous disaient, dans notre truc, ils ne vont pas aller pour le niveau. Qui veut encore du bureau? Olivier Ambroisioli. Merci beaucoup. Merci infiniment à notre panel. Et puis, je vous invite à prendre le magazine Big avec vous et puis à prendre un café après. Merci.